Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous démontrer le théorème de Fubini. Donc quel est ce théorème? C'est un théorème pour les intégrales multiples. Donc si on prend une fonction f définie sur un rectangle AB cross CD à valeur réelle, cette fonction doit être continue. Alors l'intégrale entre A et B de l'intégrale entre C et D de f de xy dy dx est égale à l'intégrale entre c et d de l'intégrale entre a et b de f de xy dx dy. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ce théorème? En fait, qu'est-ce que c'est que ce théorème? Il nous dit qu'on peut commuter le paramètre d'intégration. C'est-à-dire on peut d'abord intégrer notre fonction par rapport à y, ou d'abord l'intégrer par rapport à x. Bien évidemment, en changeant les bornes d'intégration de façon adéquate. Donc, pour démontrer ce théorème, on va procéder de la façon suivante. Donc déjà, on va appeler cette fonction par simplicité, on va l'appeler g de x. Cette fonction-là, on va l'appeler h de y. Donc je vais le réécrire pour que ça soit propre. G de x va être défini comme l'intégrale entre c et d de f de xy dy. Et h de y va être défini comme l'intégrale entre a et b de f de xy dx. Donc, avec cette formulation, ce qu'on cherche à démontrer finalement, c'est que l'intégrale entre a et b de g de x dx est égale à l'intégrale entre c et d de hy dy. Donc si on monte ça, on a démontré ça, parce que c'est tout simplement nos définitions de g et de h qui reviennent au même théorème. Donc maintenant, comment va-t-on faire pour démontrer? On va définir une fonction psi qui dépend de x et de t. On va la définir comme l'intégrale entre c et t de notre fonction f de x, y intégrée par rapport à y du coup. Alors, on va faire un petit schéma pour comprendre géométriquement ce que représente cette intégrale. Donc, si on prend notre rectangle AB cross CD et qu'on dessine le graphe de notre fonction f de xy, donc je le dessine en bleu. Donc on dessine le graphe en dessus de ce rectangle. Donc là j'ai fait un graphe particulièrement simple pour que ce soit plus simple graphiquement. Eh bien, notre fonction psi de x et de t, pour un x et un t donné en paramètre de la fonction, va nous donner... elle va nous donner quoi? Elle va nous donner l'intégrale de f de xy par rapport à y entre c et t. Qu'est-ce que c'est l'intégrale par rapport à y de f de xy? En fait, c'est ce domaine-là, cette R-là. Parce qu'on intègre f de xy dans la direction y, dy, entre c et t. Donc finalement, ça nous donne vraiment ce rectangle, l'aire de ce rectangle. Donc maintenant, on va définir une autre fonction qui va être la fonction phi de t, et qui va être l'intégrale entre a et b de cette fonction qu'on a définie précédemment, donc intégrée par rapport à x. Que représente cette fonction phi de t? On va intégrer chacun des petits rectangles psi de x et de t par rapport à x, entre a et b. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va intégrer chacun des petits rectangles ici, chacune des petites surfaces ici, et on va continuer tout ça jusqu'à b.
Donc en fait, on va vraiment intégrer une intégrale, c'est-à-dire on va intégrer des petits rectangles entre A et B. Qu'est-ce que ça va nous donner? Bah, ça va nous donner le volume. Donc ici, c'est toujours T. Ça va nous donner du coup le volume entre la surface de notre graphe et le rectangle AB cross CT. Donc du coup là on a bien le rectangle AB cross CT. Donc maintenant qu'on a défini ces fonctions, on va dériver la fonction phi de t, donc par rapport à t, et observer des résultats. Donc la dérivée de cette fonction, puisque les bornes ne dépendent pas de t, on peut directement mettre la dérivée à l'intérieur de notre intégrale. Donc en fait, dériver par rapport à t notre intégrale, c'est la même chose que intégrer la dérivée par rapport à t. C'est-à-dire, on dérive par rapport à t. Donc on peut vraiment rentrer la dérivée dans l'intégrale lorsque les bornes ne dépendent pas du paramètre par rapport auquel on dérive. Maintenant qu'on a ça, on cherche cette dérivée-là. Donc pour rappel, notre fonction phi de x de t, c'était l'intégrale entre c et t de f de xy dy. Bon, on cherche maintenant à dériver cette fonction. Donc on cherche la dérivée par rapport à t de cette fonction. Et comment on va déterminer la dérivée par rapport à t de cette fonction? Donc, on va utiliser une propriété, enfin un théorème, qui nous donne la dérivée d'une fonction donc, que je vais appeler alpha, alpha de x, définie comme l'intégrale entre a qui dépend de x, b qui dépend de x, d'une fonction f de xy dy. Donc si on a une fonction comme ça, de cette forme, donc par exemple notre fonction ici est de cette forme, et bien si on a une fonction comme ça, on peut déterminer la dérivée. Donc alpha' de x, ça va être b' de x fois la fonction f auquel on met les arguments x et b de x. Ensuite on soustrait a' de x fois la fonction f maintenant où on remplace y par a de x, et à tout ça on ajoute l'intégrale entre a de x et b de x de la dérivée partielle de f de xy par rapport au paramètre par rapport auquel on dérive, donc là c'est par rapport à x, tout ça intégré par rapport à y. Donc comment se souvenir d'une façon mémotechnique de cette formule? Il faut se souvenir qu'on doit d'abord dériver par rapport à la borne supérieure d'intégration. Ensuite, on multiplie à chaque fois par la fonction f à l'intérieur de l'intégrale. Et on change simplement le y par la borne d'intégration qui là est b de x. Ensuite, on soustrait avec la borne inférieure qu'on dérive et qu'on multiplie de la même façon avec f où on modifie y par a de x. Et ensuite à tout ça, on ajoute comme précédemment, comme pour le cas ici où on pouvait directement rentrer le t à l'intérieur, la dérivée à l'intérieur, on rentre la dérivée par rapport à x à l'intérieur de notre intégrale. Simplement, puisque ici nos bornes d'intégration dépendent du temps, on doit rajouter, enfin dépendent de x, on doit rajouter ces deux termes. Donc maintenant qu'on a ça, on remarque que finalement notre fonction psi, voilà, ici on cherche du coup la dérivée de cette fonction psi de x et de t qui était égale à l'intégrale entre c et t de f de xy dy. Pour dériver cette fonction, on va utiliser la même formule. Simplement, vous remarquerez ici qu'ici on a deux arguments, ici on n'en avait qu'un.
Hein, vous voyez bien qu'on a ici pas une correspondance totale. En fait, on remarque que le x, il n'est pas très important ici, puisque on ne dérive pas par rapport à x, on dérive par rapport à t. Donc en fait, on va procéder exactement de la même manière, simplement on va rajouter un paramètre, mais ça change absolument rien à la formule. Donc ça veut dire qu'en fait, la dérivée de phi qui dépendait de x de t par rapport à t, ça va être la borne d'intégration supérieure, donc ici qui était t dérivée, donc ça va nous donner 1, fois la fonction interne f de xy, donc f de x, et maintenant y va être remplacé par notre borne supérieure qui était t. Ensuite, on va soustraire la dérivée par rapport à t de la borne inférieure, donc ça nous donnait 0. Donc ici, on va avoir 0. Et l'intégrale, maintenant, va nous donner l'intégrale entre a et x, donc qui était notre a de x, c'était c, et notre b de x, c'était t. Donc en fait, x ici, c'est t, si vous voulez. Si ça peut éclaircir, parce que c'est vrai que ça peut vite être troublant. Ici, on avait x. Donc, on a bien la même chose. Donc maintenant, dérivé par rapport à t, f de xy, ça nous donne 0 en fait. Donc on a l'intégrale de 0 de y. Donc ces termes-là valent 0. Donc on peut les supprimer. Donc il nous reste simplement que la dérivée de psi par rapport à t, c'est simplement f de x et de t. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce qu'on avait tout début, donc phi prime de t, c'est ça qu'on cherchait. Phi prime de t. Donc on avait vu que c'était l'intégrale entre a et b de la dérivée de psi par rapport à t. La dérivée de psi par rapport à t, on vient de la déterminer, c'est f de x de t. Donc on a l'intégrale de f de x de t dx. Et qu'est-ce que c'est que cette intégrale? On remarque, en reprenant nos définitions de h, notre intégrale, c'est h de t. Ici, en remplaçant y par t, on a exactement ceci. Donc, on a déterminé que phi prime de t, c'est h de t. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer les deux fonctions entre c et d. Donc, on va avoir l'intégrale entre c et d de phi prime de t est égale à l'intégrale entre c et d de h de t, dt. Donc, dt ici aussi. Donc, puisqu'on connaît une primitive pour phi prime qui est simplement phi, on applique le théorème fondamental du calcul intégral qui nous dit que c'est phi de d moins phi de c qui était égal à l'intégrale entre c et d de h de t dt. Et maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, qu'est-ce que ça vaut phi de c? Phi de c, par notre définition de phi, donc on va copier ça. Phi de c, du coup, c'est égal à l'intégrale entre a et b de psi de x de c, du coup, et dx. Et maintenant, qu'est-ce que c'est psi de x c? Psi de x c, c'est tout simplement l'intégrale entre c et c, donc on cherche psi de x c, et on remplace t par c, donc on aura l'intégrale entre c et c de f de x, y de y, et ceci donne bien évidemment 0. Donc ici on va intégrer
entre A et B 0, donc on va avoir 0. Donc en fait, phi de C est nul. Maintenant qu'on sait que phi de C est nul, ben on a phi de D est égal à l'intégrale entre C et D de h de t dt. Mais qu'est-ce que c'est phi de D? Sachant que phi de t, c'est psi de x de t, phi de d, c'est l'intégrale entre a et b de psi de x de d dx. Maintenant, psi de x et de d, c'est l'intégrale entre c et d de f de xy dy. Et qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre c et de f de xy dy? C'est g de x. Vous êtes d'accord? Maintenant qu'on sait que psi de x et de psi de xd est égal à g de x, ben on a que phi de d qui est du coup était ici, ben phi de d c'est égal du coup à l'intégrale entre a et b de g de x dx. Donc puisqu'on sait maintenant que phi de d c'est l'intégrale entre c et d, puisqu'on sait aussi que phi de d c'est l'intégrale entre a et b de g de x dx, on a que l'intégrale entre a et b de g de x dx égale à l'intégrale entre c et d de h de t dt. Donc, ce qui est exactement ce qu'on voulait démontrer. Simplement, on a remplacé y par t, mais on peut du coup ici remplacer t par y. Et on a exactement les hypothèses, enfin le théorème qu'on cherchait à démontrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, que vous aurez compris des choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire.